Bonjour, cette séquence regroupe satellites et anneaux. Elle a pour but de vous donner un aperçu de la grande diversité des satellites en présentant ceux qui possèdent les propriétés les plus remarquables. Dans un deuxième temps, nous verrons les systèmes d'anneaux que l'on trouve autour de toutes les géantes gazeuses du système solaire. Dans cet aperçu des satellites, commençons par notre propre satellite, la Lune. Avec un rayon moyen de 1737 km, soit un peu plus du tiers de celui de notre planète, et un rayon orbital moyen d'une soixantaine de rayons terrestres, la Lune forme avec la Terre quasiment un système double. Proche de la Terre, les effets de marée entre ces deux corps sont importants. Les forces de marée sont en fait la manifestation des interactions gravitationnelles entre deux corps volumineux et massifs qui tournent autour l'un de l'autre. Nous en connaissons bien sûr une conséquence directe à travers les marées océaniques, qui en quelque sorte visualisent les déformations engendrées sur notre planète par la Lune. Mais la Terre exerce aussi des effets de marée sur la Lune. Ces effets ont progressivement ralenti la rotation du satellite sur lui-même. En effet, aujourd'hui, la période de révolution orbitale de la Lune est quasiment égale à sa période de rotation sur elle-même. La Lune nous présente donc toujours la même face et on parle de rotation synchrone. Avec une densité moyenne de 3,34 grammes par centimètre cube, notre satellite présente en fait pas mal d'analogies avec les planètes telluriques. Elle ne possède ni champ magnétique ni atmosphère. Par suite, la surface du satellite ne connaît pas d'effet d'érosion et la température moyenne au sol est plus basse que sur la Terre. On note d'importants écarts thermiques avec une température qui peut atteindre moins 170 degrés Celsius sur la face nocturne jusqu'à 120 degrés sur la face exposée au soleil. Lorsqu'on regarde les photos de la surface de la Lune, on distingue clairement deux types de terrains. Des plaines lisses et sombres, dont l'albédo est inférieur à 10%, ces plaines sont appelées des mers. Elles couvrent environ 15% de la surface, essentiellement sur la face visible, et elles sont formées de lave basaltique. Le reste de la surface de la Lune se présente sous forme de haute terre au relief accidenté, appelé continent. Il s'agit en fait de terrains anciens, constitués de cratères d'impact enchevêtrés les uns sur les autres et de leurs éjectats. L'observation rapprochée des mers a montré que, contrairement à ce qu'ont pensé les premiers observateurs, ce nom est impropre puisqu'il ne s'agit absolument pas de mers liquides, mais simplement de grandes étendues de roches sombres comme on le voit sur cette image de marée Imbrium. Ce sont d'anciens bassins d'impact qui ont été formés il y a entre 4 et 3,1 milliards d'années. Plus tard, le fond du bassin s'est ensuite rempli de lave basaltique suite à des épisodes de d'épanchement de lave qui ont commencé il y a quelques 3 milliards d'années. Les laves se sont ensuite solidifiées et sont restées peu altérées. Ceci explique leur couleur sombre due à la nature des roches, mais aussi le fait que ces grandes plaines sont lisses, avec très peu de dénivelé. Leur taille est impressionnante. La plus grande mer atteint un diamètre de plus de 1100 km. Sur les hautes terres, d'innombrables cratères de toute taille sont visibles. Leur densité est variable et ils ont été formés par différents épisodes de bombardements météoritiques. On observe des cratères de toute taille car aucune atmosphère n'empêche les petites météorites d'atteindre le sol. L'absence d'érosion et d'activité géologique fait que nous voyons toujours des cratères qui ont été formés il y a plusieurs milliards d'années. Plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine de la Lune et ses similitudes de composition avec la Terre. On a en fait deux grandes classes de modèles. L'une assure que notre satellite a été capturé par le champ gravitationnel de la Terre, l'autre qu'il est le résultat d'une collision entre la Terre et un troisième corps. C'est le scénario collisionnel qui est aujourd'hui adopté en majorité, notamment car il présente l'avantage d'expliquer une composition chimique de la Lune pauvre en métaux qui ressemble à celle du manteau de notre planète. Ce scénario permet aussi d'expliquer la proximité de la Lune à la Terre par le passé. La Lune a été la première cible des sondes spatiales et le seul corps du système solaire visé par des voiles habitées. 6 missions habitées se sont posées sur la surface de la Lune entre 1969 et 1972. Elles ont une dimension politique indéniable à une époque de guerre froide entre les USA et l'URSS. Elles ont aussi permis la collecte et le retour sur Terre de roches lunaires. Notons que d'autres roches ont été également retournées sur Terre à la même époque par des sondes automatiques soviétiques. Si les satellites demeurent l'exception pour les planètes telluriques, ce n'est pas le cas pour les planètes géantes. Chacune d'elles possède en effet un cortège de satellites, mais aussi un système d'anneaux. On dénombre aujourd'hui plus d'une centaine de satellites. Les premiers ont été découverts par Galilée au XVIIe siècle. Ce sont les 4 gros satellites de Jupiter, Ganymède, Callisto, Europe et Io, appelés aussi satellites galiléens. Moins de 50 ans plus tard, en 1655, Huygens découvre Titan, le plus gros satellite de Saturne. Beaucoup seront ensuite découverts par les sondes interplanétaires.
Tous les satellites sont loin d'avoir la taille d'une petite planète, et certains n'ont que quelques centaines de kilomètres et donc ne sont pas sphériques. Cette image composite montre des photos de quelques petits satellites avec leur taille, c'est-à-dire leur plus grande dimension pour ceux qui ne sont pas sphériques. Le plus gros est Ganymède, qui a une taille supérieure à celle de Mercure. Loin d'être criblés de cratères d'impact comme la Lune, les sondes spatiales ont révélé la très grande diversité de ces corps et des terrains géologiques à leur surface. Même un corps de taille aussi modeste que Miranda, un des satellites d'Uranus, et dont le diamètre est de 480 km seulement, on peut trouver des terrains géologiques très différents, ce qui montre que l'activité géologique ne dépend pas simplement de la taille des corps. Ganymède présente à sa surface deux types de terrains, des terrains sombres qui sont les plus anciens et des terrains plus clairs riches en glace superficielle. Ici d'autres exemples. Encélade, un des satellites de Saturne de la taille de la France, présente notamment une activité hydrothermale étonnante. Europe a une surface très lisse, quasi dépourvue de cratères d'impact, ce qui indique une surface géologiquement jeune. Cette surface est couverte d'un réseau de fractures superficielles et on pense que sous la croûte glacée se trouverait un océan d'eau glacée ou liquide. À droite sur cette image, Triton, plus grande lune de Neptune, possède lui aussi une atmosphère d'azote. Il est cependant si froid que l'azote est condensé sous forme de givre, ce qui en fait le seul satellite du système solaire connu pour avoir une surface composée principalement de glace d'azote. Les sondes planétaires ont révélé des volcans actifs à la surface de Io, et le satellite connaît en effet une intense activité volcanique. La couleur rouge-jaune du sol est due au soufre. Sa surface très jeune présente une étonnante variété de terrains, des calderas de plusieurs kilomètres de profondeur, des lacs de soufre, des montagnes. Ce volcanisme, toujours actif, est probablement induit par les déformations de marée qui sont générées par Jupiter dans l'intérieur du satellite. Io est considéré comme le corps ayant une des surfaces les plus jeunes du système solaire. Terminons cet aperçu rapide des satellites autour des géantes par Titan. C'est le plus grand satellite de Saturne, et sa taille est à peine inférieure à celle de Ganymède. Avec son atmosphère très dense, c'est une exception parmi les satellites. La pression atmosphérique au sol est 50% supérieure à la Terre, mais sa gravité est 7 fois plus faible que celle sur notre planète. L'atmosphère est composée pour plus de 98% de diazote, avec des nuages de méthane et d'éthane. En dépit d'une température très basse, l'atmosphère connaît une chimie très riche et complexe. La mission Cassini-Huygens a montré l'existence de lacs d'hydrocarbures liquides dans les régions polaires du satellite. La surface de Titan apparaît géologiquement jeune. Elle est relativement plate et lisse, avec peu de cratères d'impact, mais on y trouve des montagnes ainsi que des cryovolcans. Le cryovolcanisme est un volcanisme que l'on observe sur certains satellites et des planètes géantes. Il résulte de la fusion de glace et ces volcans éjectent non des roches en fusion, mais des éléments volatiles comme de l'eau, de l'ammoniac ou du méthane, qui se condensent sous forme solide à cause des très basses températures. L'autre caractéristique des planètes géantes sont les anneaux. Ceux de Saturne sont connus depuis le XVIIe siècle. Galilée les a observés avec sa lunette en 1610, sans vraiment comprendre les images qu'il voyait, et c'est Huygens qui, en 1649, en a établi la nature et a interprété ses observations comme un anneau plat et très mince, invisible lorsqu'il se présente exactement par la tranche vue de la Terre. Cette image montre le système des anneaux de Saturne avec leur dénomination. Le système d'anneaux de Saturne s'étend de 70 000 km à 138 000 km de la planète, soit un peu plus de la moitié de la distance Terre-Lune, avec une épaisseur moyenne estimée à 10 mètres. Les anneaux sont en fait d'une incroyable finesse. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ils ne forment pas un disque plein. Ils sont constitués de milliards de particules, constituées de glace, d'eau très réfléchissante, de poussière dont la taille varie de quelques micromètres à quelques centaines de mètres, qui sont liés à la planète par la gravité. L'ensemble de ces tout petits corps, poussière et glace, orbitent individuellement autour de la planète. Ces particules forment des ensembles séparés par des régions vides de différentes largeurs, dont la plus grande entre les anneaux A et B fut observée pour la première fois par Jean-Dominique Cassini en 1675. Situé juste à l'extérieur de la ceinture principale d'anneaux, entre 138 000 km et 150 000 km, on trouve une myriade de petits satellites. Pan, Atlas, Prométhée, Pandore, Janus, Épiméthée, etc. Ces satellites ont quelques kilomètres de diamètre seulement.
De forme irrégulière, comme sur cette image de Tétis, souvent allongée, leur surface paraît avoir les mêmes propriétés que celles des particules qui composent les anneaux. Différents indices laissent penser que ces satellites pourraient s'être formés récemment par agrégat des particules des anneaux. Loin d'être figés, les anneaux forment des systèmes dynamiques soumis à l'influence gravitationnelle de la planète, mais aussi à celle des satellites. Selon le même mécanisme que celui des marées terrestres causées par la Lune, ils génèrent des ondes qui se propagent et déforment les anneaux, comme la surface d'un lac au passage d'un bateau. Ces ondes déplacent les particules qui composent les anneaux, créant des vagues et différentes structures comme on le voit sur les images. Ici, le petit satellite Prométhée est responsable de ces structures qui apparaissent dans l'anneau F. Un autre exemple avec cette image, où l'on voit le satellite Daphnis qui creuse des vagues dans les anneaux qu'il frôle. Si les anneaux de Saturne forment un spectacle unique et sans équivalent dans le système solaire, ce n'est en fait pas un cas isolé. Les autres géantes gazeuses possèdent tout un système d'anneaux, mais ils sont bien plus modestes et parfois bien difficiles à mettre en évidence, comme dans le cas de Jupiter. Leur existence prouve qu'il s'agit cependant d'une caractéristique naturelle des planètes géantes. Comme nous allons le voir rapidement, ils sont cependant très différents les uns des autres. Extrêmement sombre, le système d'anneaux de Jupiter a été observé pour la première fois en 1979 par la sonde spatiale Voyager 1. Il est peu lumineux et composé principalement de poussière dont la taille est de l'ordre de quelques microns. L'anneau le plus central se présente en fait comme un halo de particules depuis la haute atmosphère de la planète. Il porte le nom d'anneau halo. On a ensuite un anneau relativement brillant, très mince et appelé anneau principal. L'anneau le plus externe semble présenter une division, probablement due à la présence d'une petite lune. On pense que ces anneaux seraient alimentés par les satellites TB et Amalthée. De micros impacts de météorites sur ces corps libéreraient des poussières de leur surface. La gravité des lunes étant trop faible pour les faire retomber, les poussières se mettraient en orbite et alimenteraient ainsi les deux anneaux. À défaut d'être complètement exhaustif, on peut mentionner une particularité pour chacune des deux dernières planètes de notre système solaire. Les anneaux d'Uranus se trouvent bien dans le plan équatorial de la planète, c'est-à-dire en fait quasi perpendiculaire au plan de son orbite, puisque, je vous rappelle, Uranus a un mouvement particulier, son axe de rotation est couché dans le plan de son orbite. La planète possède un système de 13 anneaux, dont 10 fins et de forme bien circulaire, tandis que les autres sont plus étendus et de forme allongée. L'un de ces anneaux est flanqué de 2 satellites gardiens, Cordelia et Desdemone. Les anneaux d'Uranus sont ténus, sombres et ne mesurent que quelques kilomètres de large. Ceux de Neptune sont très fins et difficilement observables depuis la Terre. Ils sont composés d'une matière extrêmement sombre, vraisemblablement des composés organiques transformés sous l'effet du rayonnement. La particularité la plus remarquable de ce système est leur aspect discontinu avec la présence d'arcs. L'origine de ces arcs et leur existence même restent encore mal compris. Selon les lois de la mécanique, la matière de ces arcs devrait rapidement se répartir dans un anneau uniforme. On pense aujourd'hui que l'une des lunes d'Uranus, Galatea, confinerait les arcs de la planète.